suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Nicolas Robin au micro du Book Foudre. Quel est le roman que tu as préféré écrire? C'est difficile de répondre à cette question parce que chaque roman m'a pris à peu près 1 an et demi, 2 ans. Je vis avec et j'ai un réel plaisir à écrire. Je sais que je me suis marré comme une baleine en écrivant le dernier, Sex Bomb. Maintenant, j'ai souvenir d'avoir travaillé énormément sur Roland est mort et sur La Claque aussi, qui était un drame, qui était très poignant, très difficile. Il a fallu aller chercher des émotions qui m'étaient quand même assez étrangères. J'ai dû me documenter, interviewer certaines personnes. Et puis, je dois dire qu'Une folie passagère a été un peu compliqué à écrire pour moi, en termes de construction. Je pense que j'ai eu un réel plaisir à tous les écrire. Il n'y en a pas un qui se démarque en fait. Chacun a une aventure avec moi. Tu parlais de Roland est mort, je crois que c'est un de tes plus gros succès. C'est même un très gros succès en librairie. Qui est assez, je trouve, emblématique de ton style, qui est à la fois très mordant, plein d'humour noir et qui en même temps s'apparente à une satire sociale. Cette juxtaposition qu'on retrouve souvent dans tes romans, d'absurde et en même temps de quotidien, est-ce que c'est pas un peu ta signature? Je ne sais pas si j'ai une signature, je ne me suis pas posé devant mon texte en disant j'ai une signature et voilà ce que je veux faire. En tout cas, c'est un goût, oui, pour l'absurde. Moi, j'ai découvert le cinéma de Buster Keaton assez tard, mais je me souviens aussi de ma prof de français, Madame Darac, au lycée, qui nous a tourné vers le cinéma de Jacques Tati, et j'ai vraiment eu un coup de foudre pour ce film, Mon oncle, et donc pour mêler à la fois l'absurde et la tendresse. Je l'ai absorbé et je pense qu'aujourd'hui, je ne fais que le retranscrire dans ce que j'écris. Ça demande aussi d'avoir un sens aiguisé, de l'observation. L'absurdité, elle est partout autour de soi, il suffit de la capter en fait. Tu écris tout le temps dans ta tête, dans ton quotidien? Oui, tout le temps. Au-delà d'écrire dans ma tête, je parle tout seul aussi. Il ne faut pas me croiser dans la rue, parce que parfois je suis en train de travailler mon intrigue. Je me la marmonne pour l'entendre mieux, voilà, même si bon, on l'entend dans sa tête, mais ça m'arrive aussi de faire mes petits dialogues comme ça quand j'entends le bus. Et j'ai toujours peur qu'on me croise, qu'on me voit. On me dit mais il parle tout seul, lui. Je parle tout seul. Ça pourrait être le titre d'un roman, ça. Je parle tout seul. Quels sont tes rituels d'écriture? Quand est-ce que tu écris? Quel environnement? C'est quoi ta routine d'écriture, on va dire? Alors moi, je suis très scolaire, ça date de l'enfance, j'ai été très studieux. Je suis devant mon bureau de 14h à 18h l'après-midi, parce que le matin, je ne suis pas du matin. J'écris pas la nuit non plus, je n'ai pas voilà, ce rite d'auteur maudit qui écrit à la pleine lune. Non, moi la nuit, je dors. Point barre. Ouais, 14h, 18h, c'est pleinement un rituel d'écriture, une forme de cadence aussi et de discipline. Donc si on revient sur tes textes, Sex Bomb, le dernier donc, qui était très, très drôle à écrire manifestement, tu as vraiment créé un univers très décalé. On a un personnage principal qui est Eddie, qui est toiletteur canin. Tu es toujours dans tes romans dans cette balance finalement entre l'humour et une vérité sociale qui est explorée à travers tes personnages. Comment tu fais pour garder un équilibre finalement entre ces deux directions? En fait, ça vient de mon goût pour l'écriture et comment je suis arrivé à l'écriture. Je suis arrivé avec cette envie d'écrire une comédie. Mais je ne me prétends pas humoriste parce que moi, je n'ai pas le goût de la vanne, par exemple. En tout cas, j'avais envie d'être sur le mode un petit peu déconnade. Je sais qu'en m'installant à Paris, j'ai découvert l'univers de Helen Fielding avec Bridget Jones. Je m'étais marré et j'avais envie de recréer cette dérision autour de mes romans. Donc, à chaque fois, j'ai voulu quand même travailler sur des textes qui font sourire, qui font rire aussi, tout en restant sur un terrain dramatique. Et je trouve que de toute façon, toutes les comédies sont souvent basées sur un terrain dramatique. Donc à partir de là, on part finalement d'un sujet grave, comme celui de Roland est mort, où ça traite de tous ces gens qui meurent tout seuls chez eux dans la plus grande solitude, et qu'on retrouve souvent 3 mois après, 8 mois après. Voilà. C'est difficile d'en rire, mais on ne rit pas de cet homme qui est mort tout seul, on rit de ce voisin qui est en face. Voilà. Et dans Sex Bomb, bon, c'était vraiment une comédie noire, c'est une histoire de vengeance en fait, hein, mais il s'agissait quand même pas de rire de cet homme qui préfère les femmes plus mûres, mais plutôt de son côté macho mal dégrossi. C'est pas vraiment un gigolo, c'est plutôt un mec intéressé et qui manque un peu de finesse. Voilà. Tes romans te demandent un travail de documentation plus ou moins approfondi. Il y en a un qui se distingue du reste de ton œuvre, c'est La Claque. On parle de la violence d'une femme envers un homme. Comment est-ce que tu as abordé l'écriture de ce roman en termes de préparation? Alors, pour répondre à la question, en fait, il faut d'abord parler de d'où vient l'inspiration. L'inspiration, elle peut venir d'une phrase entendue dans la rue, d'une rencontre avec une personne, d'un fait divers lu dans les journaux. Et pour La Claque, c'est venu d'une discussion à table avec des amis où quelqu'un a dit il y a aussi des hommes battus par les femmes, mais on n'en parle pas.
Et je me suis demandé, mais pourquoi on n'en parlait pas en fait? Donc j'ai tout simplement enquêté comme un détective privé 2.0, c'est-à-dire je suis sur Google, et je suis tombé sur des articles écrits dans les journaux, un article dans Le Monde, un témoignage, différents témoignages au Canada aussi, en Angleterre, qui fait un vrai travail là-dessus, sur les violences conjugales de façon très large, à la fois les femmes battues, les hommes battus, mais aussi dans les couples homosexuels, voilà. Et j'ai ouvert une porte puis une autre, jusqu'à rencontrer un homme qui a vraiment été battu par sa femme, qui a vécu un drame. Et j'ai été très touché par son témoignage. Et j'ai pas pensé que c'était un sujet pour moi, sauf qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait, c'était quelles sont les injonctions sur la masculinité, comment ces injonctions rendent nocives et touchent tous les inconscients produits par le patriarcat, y compris les hommes qui ont coché toutes les cases du bon gars hétéronormé dans notre société en fait. Et à partir de là, je pense que j'avais un bon sujet, mais j'ai pas forcément voulu en rire. Toi, tu as une musique dans ta manière d'écrire que tu Merci. sembles avoir internalisée. Ça fait plaisir parce que c'est aussi ça, l'écriture, c'est une voix, donc Voilà. faut savoir la trouver et savoir l'identifier. Donc. Et qui est très stable en fait. Qu'est-ce que tu cherches à susciter comme expérience physique, littéralement, quand quelqu'un te lit? Il y a beaucoup de responsabilités là à susciter. Quelque chose chez le lecteur. Je ne sais pas, moi je n'identifie pas cette écriture, c'est plutôt le lecteur lui qui l'identifie, comme tu viens de le faire, mais je le laisse lui m'identifier. J'écris spontanément comme ça, je suis incapable d'écrire sur un autre mode et j'ai un vrai problème avec ceux qui me disent « Ah ben toi qui es écrivain, tu vas pouvoir m'écrire ce texte ». Ou tu vas... J'ai d'ailleurs eu une expérience ou deux de journaliste, j'ai été incapable d'écrire un article comme demandé parce que je l'écrivais toujours sur ce mode un peu pince sans rire, ce ton badin qui ne me convenait pas. Je suis incapable d'avoir une écriture standardisé. C'est pour ça que je ne suis pas écrivain. Je pense qu'écrivain, il est capable d'écrire tout sur n'importe quel sujet. Moi, je m'identifie comme romancier parce que j'écris du roman avec une forme d'histoire et une voix qui va pouvoir s'y coller. Quelle est cette voix? Oui, c'est un mélange de ton badin, d'humour noir et en même temps de tendresse, parce qu'il y a beaucoup de tendresse. Il n'y a pas de mépris dans les personnages sur lesquels j'écris, même si parfois ils ne sont pas là pour se montrer au meilleur de ce qu'ils sont, hein, puisque c'est ça aussi le terrain de comédie. Mais j'ai quand même du mal à identifier. Je suis toujours touché quand on me dit on vous identifie clairement, mais par rapport à quoi? Est-ce qu'il y a une réplique assassine qui arrive à un moment donné? Est-ce que c'est le ton un petit peu badin, faussement ingénu? Beaucoup de tendresse aussi dans ta manière de donner des voix à tes personnages. Mais la tendresse, ça c'est primordial. Hein. Et ça, c'est grâce à Bourvil. Et sa chanson, La tendresse, que j'adore, c'est ma chanson préférée. Donc peut-être que j'écoute un peu trop cette chanson de Bourvil, voilà, et que je me mets en tête absolument d'instiller de la tendresse dans ce que j'écris. Je ne peux pas tomber non plus dans le drame absolu, noir. J'aime bien placer le lecteur face à notre propre humanité qui n'est pas forcément belle à chaque fois. Comment est-ce que tu construis tes personnages? Quand j'ai l'idée d'un personnage, d'un deuxième, d'un troisième, il y a le personnage de l'adversaire, le personnage de l'allié par rapport au personnage principal, j'écris sur eux, je raconte leur vie. J'écris même des choses que je ne raconterai pas. J'ai une batterie de questions. Quel âge a-t-il? Est-ce qu'il aime ses parents? Est-ce qu'il a des frères et sœurs? Est-ce qu'il travaille bien à l'école? Quel est son rapport aux réseaux sociaux? Est-ce qu'il aime les animaux? Des questions plus politisées aussi, mais qui me donnent une idée de ce personnage-là. Je me fais des fiches en fait. Et à partir de là, j'arrive vraiment à intégrer ce personnage pleinement, qui permet de pouvoir travailler sur ses réactions beaucoup plus facilement et sur son dialogue aussi. Finalement, pourquoi est-ce que tu écris? Vaste question. On m'a déjà posé la question, je ne sais pas toujours comment répondre. Parce qu'en fait, il y a une nature derrière. Je disais que quand j'étais petit, j'écrivais de belles rédactions et en fait, j'adorais les lire. On me demandait de les lire et j'ai toujours aimé capter l'auditoire en faisant passer des émotions aussi bien de joie que de frayeur, tout dépend de l'histoire qu'on raconte. Quand j'étais petit, je ne l'analysais pas comme ça, mais en fait, j'ai toujours aimé ce goût de l'histoire que j'ai retrouvé donc après avec le théâtre, comment jouer cette histoire jusqu'au bout et comment amener le spectateur à ressentir ces émotions. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'entraîne le lecteur vers cascade d'émotions et c'est merveilleux. C'est merveilleux de susciter l'émotion, de l'amener là où il ne s'y attend pas et de pouvoir faire rire et d'attendrir. En termes d'organisation de ton temps, tu dirais que quelle proportion est passée sur l'écriture versus la réécriture? Je m'étais fait une réflexion assez amusante que chaque roman me prenait 9 mois. Je n'ai pas fait exprès, c'est vrai que j'ai le premier roman, le deuxième, le troisième, j'avais mis vraiment le même timing, 9 mois, donc une grossesse. Cet enfant.
Et derrière, il y a à peu près 9 mois de plus de réécriture. Il y a une version 2, une version 3. Je suis toujours prêt à faire lire à la version 3, version 4. Le travail, le retour ensuite qu'on fait avec l'éditeur. On est sur une version 4, 5, 6. Je crois que quand le lecteur a entre les mains mon roman, il y a peut-être eu 10 relectures dessus. Ce qui coïncide avec ce que m'avait dit mon premier éditeur pour mon premier roman Bébé requin. Il m'avait dit, combien de fois vous l'avez retravaillé? Parce qu'un roman, ça se travaille 10 fois. C'est beaucoup de travail, effectivement. Ouais. C'est jamais le premier jet que je présente à l'éditeur, j'ai horreur de ça. Je préfère être sûr de ce que je veux lui faire lire, plutôt que de lui laisser une version qui n'est pas optimisée et pour lesquelles je sais qu'il y a des défauts qu'il va falloir retravailler en fait. Voilà. Je préfère lui mâcher le travail. Je connais déjà les défauts du roman, je préfère les retravailler plutôt que d'avoir ça en regard. C'est quoi la suite de tes aventures de romancier? Ah, je continue, je suis sur ma barque d'écriture. Je travaille actuellement sur un nouveau roman qui me demande beaucoup d'énergie. J'aime pas trop en parler à l'avance. Pas que je suis superstitieux, mais je préfère en parler au moment où ça sort. Mais j'espère venir t'en reparler au Book Foudre. J'espère que ça sera un Book Foudre pour toi. Et j'ai hâte de l'avoir entre les mains alors. Quelles sont les qualités pour toi d'un aspirant romancier qui n'aurait pas encore été édité? Bon, il y en a plusieurs. Hein. Je crois la première qualité à avoir quand on écrit un roman, c'est d'être décomplexé. Parce que ce roman, il va falloir bien le présenter. Et je sais qu'il y a des gens qui écrivent très bien, mais qui n'osent jamais présenter leur roman ou leur projet parce qu'ils trouvent que c'est jamais assez bien. Est-ce que moi, Bébé requin, c'était assez bien? Est-ce que Roland est mort, c'était assez bien? Je ne sais pas. Aujourd'hui, quand je les relis, j'aurais envie de les réécrire, parce que c'est aussi le complexe ça, de l'auteur, c'est que l'œuvre elle est figée. On a du mal à se relire parce qu'on voudrait le retravailler à nouveau, rajouter du texte, en enlever, enfin bref. Mais je pense que la première qualité, c'est d'être décomplexé, d'aller au bout de son œuvre et ensuite de la présenter sans avoir de préjugés sur soi. L'autre qualité à avoir, c'est, je pense, avoir une vue d'ensemble de son histoire, savoir comment on la démarre, savoir où est-ce qu'on veut la terminer, même si tout ça peut changer. Une autre qualité, finalement le talent du romancier, c'est de savoir capter l'idée au moment où elle passe. Parce que les idées, elles sont partout. Mais j'aime bien dire que les idées, c'est un peu comme des bulles de savon qui éclatent devant soi. On relève la tête, on le remarque. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais que les idées venaient parfois d'une phrase entendue dans la rue, un slogan de pub, une personne qu'on rencontre qui nous parle. Là, il y a tout de suite un personnage et derrière une histoire qui se dessine. En fait, c'est ça, c'est ce travail d'imagination qui passe à travers cette idée que l'on capte. C'est comme un sixième sens en fait là. Je pense que le talent de l'auteur, il est là, c'est de savoir capter l'idée. Il y a des gens qui ne savent pas les capter et il y a ceux qui les attrapent au vol. Tu as des romans qui sont très visuels, qui se prêteraient très bien finalement à des adaptations cinématographiques, tous, hein, si je les scanne dans ma tête. Est-ce qu'on t'a déjà approché pour adapter certains de tes romans? 2 fois, oui. Pour Roland est mort, l'aventure elle a duré 2 ans. J'ai travaillé d'ailleurs avec l'équipe, c'était une réalisatrice, une scénariste. Et le projet est tombé à l'eau. Ça a été terrible parce qu'on a dû abandonner le projet, on a dû y renoncer. J'ai eu l'impression de noyer mon chien, voilà, je l'ai très mal vécu. Mais ça arrive beaucoup. On dit dans le milieu que pour 10 projets qui se montent, il n'y en a que 2 qui aboutissent. Voilà. Et il y a un travail d'adaptation qui est en train de se faire actuellement sur cette bombe. J'aimerais beaucoup que ça aboutisse là aussi. On croise les doigts, ça prend du temps. C'est un long processus, l'adaptation cinématographique. Bien sûr, ça m'intéresse parce qu'avant la lecture, j'étais quand même très cinéphile. Et comme je le dis souvent, je m'en cache pas, j'ai plus une culture cinématographique que littéraire, même si je lis beaucoup. Mais ça serait le rêve pour moi, oui, d'être adapté au cinéma. Voire d'écrire un jour un scénario. Je suis formé là-dessus, mais bizarrement, je suis incapable d'écrire un scénario actuellement. Je me tourne toujours vers le roman spontanément. Nicolas, quel est ton dernier Book Foudre? Mon Book Foudre, c'est certainement Stéphanie Cheyou, Le goût de la trahison, que j'ai adoré. L'histoire d'une amitié toxique entre 2 hommes. C'est très peu traité dans les romans. Il faut savoir que j'adore Stéphanie Cheyou. Elle a une écriture lapidaire. Elle a un vrai talent pour raconter des choses très profondes avec une économie de mots. Je suis absolument fan de cette femme. Le même qu'Adeline Dieudonné. J'aime beaucoup les autrices. Et puis bien sûr, j'ai un coup de cœur pour Tom Naughty, Elle m'attendait. Là aussi, un drame social à lire absolument. Elle m'attendait de Tom Naughty. Je l'aime d'amour. Merci beaucoup. Merci Clémence. Nicolas, c'est vraiment intéressant. Pour ceux qui n'ont pas encore eu un Nicolas Robin entre les mains, je vous envie parce que vous avez de belles heures de... Un roman de Nicolas Robin. J'ai dit quoi? Ah oui. Nicolas Robin. Je suis pas très grand, mais je peux prendre beaucoup de place. Vous allez vraiment vous régaler. C'est vraiment une immense joie de pouvoir te lire. Donc merci. Merci de m'avoir invité au Book Foudre. Avec grand plaisir. Merci Nicolas. Merci Clémence.